Donc il y a en fait une sorte de relation entre l'invention du développement, en tout cas du terme développement, et la décolonisation. Je m'appelle Denis Cognot, je suis professeur à Paris School of Economics. Je suis aussi directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et directeur d'études à l'École des études en sciences sociales. Et à Paris School of Economics, je travaille pour l'essentiel sur l'histoire économique de ce qu'on appelle le développement. On s'aperçoit qu'il y a un petit frémissement avant la Seconde Guerre mondiale, mais pour l'essentiel, ça décolle vraiment l'utilisation de ce terme développement économique dans les années 50, c'est-à-dire à un moment où encore une grande partie des pays du Sud sont en train de sortir de la domination coloniale. Donc il y a en fait une sorte de relation entre l'invention du développement, ou en tout cas du terme développement, et la décolonisation. Le terme qu'on utilise donc pendant l'ère coloniale, pendant la période coloniale, au moins jusqu'en 1945, c'est plutôt le terme de mise en valeur. Par mise en valeur, on entend pour l'essentiel rendre les colonies le plus profitable possible. Les politiques coloniales consistent à mettre en œuvre un modèle assez simple, un modèle colonial, qui repose pour l'essentiel sur un commerce spécialisé, c'est-à-dire les colonies sont censées exporter des matières premières et de l'autre côté importer depuis la métropole des produits manufacturés. Ce commerce colonial, pour qu'il fonctionne, les administrations publiques coloniales vont mettre en œuvre des politiques d'infrastructure pour débloquer le verrou du commerce. Et puis, on attend de l'autre côté, du côté du capital privé, et du côté des colons aussi, des colons qui viennent de la métropole et qui s'installent dans les colonies, à ce qu'ils mettent au travail les populations colonisées, sous domination coloniale, pour extraire des produits miniers d'un côté et cultiver des produits agricoles exportables de l'autre vers la métropole. Pendant très longtemps, jusqu'en 1945, la doctrine de tous les colonisateurs, européens en tout cas, c'est l'autofinancement des colonies. Donc ça veut dire que, pour l'essentiel, elles doivent coûter le moins possible à l'argent public métropolitain, c'est-à-dire aux contribuables métropolitains, français, britanniques, néerlandais, etc. Pour l'essentiel, par exemple, ces constructions d'infrastructures vont être financées par l'argent qui est fiscal, les impôts qui sont prélevés sur place, et non pas les impôts qui sont prélevés en France, en Bretagne, etc. On se soucie centralement de la profitabilité des colonies. C'est ça que contient le terme de mise en valeur, par contraste avec le terme de développement. Le souci premier n'est pas l'amélioration des conditions de vie des populations colonisées, mais bien la profitabilité des productions qui sont mises en place dans les colonies. Les résultats, à l'époque, n'étaient jugés que sur le plan de la profitabilité, selon la doctrine de la mise en valeur. Cette profitabilité, pour ce qui concerne par exemple les colonies françaises, a été plutôt une source de déception. Si on prend par exemple les colonies d'Afrique du Nord, on attendait qu'elles puissent produire des tas de produits exotiques, comme par exemple du coton ou bien du café. Ce n'était pas du tout le cas. En réalité, à la fin, ces colonies qui ont été des colonies de peuplement, les colons français ont essentiellement produit du blé, du vin, des choses qui étaient produites dans la métropole. Et puis pour ce qui concerne les produits miniers, c'était du fer, mais le fer aussi était produit en métropole, comme en Alsace, en Lorraine. Du côté des autres colonies, là, plus tropicales, on attendait aussi on fondait beaucoup d'espoir sur le caoutchouc, sur le coton, sur les oléagineux comme l'huile de palme. Alors il y a eu des réussites, qui ont d'ailleurs profité à un certain nombre de compagnies françaises et d'actionnaires de ces compagnies en métropole. Et puis aussi, il y a eu des échecs, beaucoup d'échecs retentissants, et donc une sorte de déception par rapport à ce qu'on en espérait. Après 1945, ne serait-ce que pour essayer de garder le contrôle sur les colonies, les colonisateurs se convainquent qu'il faut faire du développement, c'est-à-dire passer à une autre phase de la mise en valeur,
où les politiques bénéficieraient un peu plus aux populations colonisées. Et donc à cette période-là, on évalue la conséquence des politiques coloniales de mise en valeur conduites auparavant, et on se rend compte que les colonies sont encore largement très pauvres, par ailleurs caractérisées parce que les premiers économistes du développement de l'époque, comme Albert Hirschman ou Martin Lewis, vont appeler le dualisme, c'est-à-dire la coexistence entre un petit secteur, dit parfois moderne, dit parfois formel, essentiellement constitué des administrations publiques d'un côté et des filiales des grandes compagnies européennes, un petit secteur formel, et de l'autre côté qui cohabite avec une économie dite parfois traditionnelle ou informelle, composée de l'agriculture familiale d'un côté et des petits commerces et artisanats urbains. Pour sortir de ce dualisme, les premiers économistes du développement vont préconiser pour l'essentiel d'accroître ce secteur moderne à travers la mobilisation de l'épargne et de l'investissement national en remplaçant progressivement les exportations de matières premières par des exportations à plus forte valeur ajoutée, et de l'autre côté en construisant une base industrielle permettant de se substituer aux importations provenant du monde industrialisé et des anciennes métropoles. Alors, ces politiques de réduction du dualisme préconisées par les premiers économistes du développement, d'une certaine façon, vont plutôt réussir dans des pays asiatiques qui se caractérisent par deux facteurs fondamentaux. D'un côté, ils ont des États solides et forts, capables de mettre en œuvre des politiques industrielles et des politiques commerciales fortes et sur longue période. Et de l'autre côté, ils bénéficient d'une main-d'œuvre très abondante, ce qui va leur permettre d'entrer, de saisir l'opportunité d'une industrialisation intensive en main-d'œuvre qui va concurrencer les productions des pays déjà industrialisés. Par contre, d'autres pays, notamment en Afrique, dans ces autres pays, ces politiques-là vont plutôt échouer. Et c'est sur la base de l'interprétation de ces réussites et de ces échecs que les économistes du développement d'aujourd'hui, comme par exemple les récents prix Nobel, Acemoglu, Johnson et Robinson, conçoivent les nouvelles façons d'aborder le développement. Ils s'intéressent notamment à ce qui crée la capacité des États à mettre en œuvre des politiques de développement, capacité légale, capacité fiscale, d'un côté, et de l'autre côté, aux nouvelles opportunités commerciales pour les pays en développement. Inévitablement, même si cette transformation, on peut dire, elle est seulement en cours, c'est-à-dire que faire rimer développement et environnement autrement que poétiquement reste encore un défi, sachant que les politiques qui ont été mises en œuvre, notamment dans les pays d'Asie avec succès, sont rétrospectivement des politiques particulièrement intensives en carbone.